Des questions et beaucoup de spéculations. Le variant Omicron alimente l'inquiétude. Le nombre de cas se multiplie dans le monde. L'OMS juge le risque très élevé. 4 pays referment leurs frontières. Face à face tendu aux Antilles, Sébastien Lecornu va rencontrer l'intersyndicale en Guadeloupe. Après 10 jours de violence, la question de l'autonomie pourrait être abordée. À la une également, les Iraniens déterminés à sauver l'accord sur le nucléaire. Reprise des négociations à partir d'aujourd'hui à Vienne, 3 ans après le retrait américain. Les Israéliens s'en inquiètent et dépêchent leur ministre des Affaires étrangères à Londres et à Paris. Bonjour à tous. À peine rouvertes, les frontières se referment les unes après les autres au Maroc, en Israël, au Japon, en Australie. Une nouvelle fois, le monde s'inquiète de l'apparition d'un nouveau mutant lié au coronavirus, le variant Omicron. Hugues Huet. Aéroport de Tel Aviv hier soir, cette Miss Venezuela qui doit participer au concours Miss Monde est l'une des dernières étrangères à pouvoir entrer dans le pays. Israël qui boucle ses frontières depuis ce matin. Les passagers sont dans l'incertitude. Je viens d'apprendre ces restrictions et je pense que c'est vraiment problématique pour les personnes qui travaillent. Le gouvernement israélien espère ralentir la propagation du variant Omicron. Un cas a été détecté. Imposer des restrictions aux frontières du pays n'est pas une mesure facile, mais l'aide à la fois nécessaire et temporaire. Autre pays qui se referme, le Maroc. Tous les vols sont suspendus depuis minuit. En Europe, le gouvernement britannique a convoqué une réunion d'urgence des ministres de la Santé du G7. Sans attendre, les Pays-Bas réinstaurent un couvre-feu à partir de 17h. 13 passagers en provenance d'Afrique du Sud ont été testés positifs au nouveau variant. Une mesure prise pour au moins 3 semaines. C'est dommage qu'on ne puisse plus sortir à nouveau, mais si c'est nécessaire, alors faisons-le. En Asie, 2 pays se referment à nouveau, l'Australie et le Japon. Le pays du soleil levant venait à peine d'assouplir ses restrictions. C'est sûr qu'il ne vaut mieux pas permettre aux gens infectés d'entrer au Japon. On n'a toujours pas d'informations à propos de la souche Omicron. J'espère que le variant ne sera pas trop virulent. L'Australie, l'un des pays les plus stricts au monde, ses frontières sont fermées depuis 20 mois, s'apprêtait de son côté à rouvrir ses portes. Il faudra patienter encore au moins 2 semaines, le temps que des études permettent de déterminer le niveau de danger du variant. Et pour faire face à cette nouvelle menace, une seule solution pour l'instant, la vaccination. Elle s'accélère en France. La 3e dose est obligatoire 5 mois après la dernière injection. Mais la prise de rendez-vous est un casse-tête pour les Français, comme nous le montre Nabila Tabouri. Pour trouver un rendez-vous 3e dose, mieux vaut s'armer de patience. Nous avons fait le test ce matin. Dans les Hauts-de-Seine, premier créneau proposé, le 20 janvier prochain. Depuis l'annonce jeudi du gouvernement, le site de réservation Doctolib a été pris d'assaut. 3 200 000 rendez-vous enregistrés, mais certains sont toujours dans l'attente. J'ai vu qu'il y avait des disponibilités qu'à partir de février. Ça m'a découragée. Du coup, je me dis que peut-être dans un mois, il y aura peut-être plus de place, je ne sais pas. Vous arrivez à vous connecter sur Doctolib ou il y a de... Alors, connecté, oui, mais vous avez l'horloge donc, qui vous donne ce temps d'attente qui est prolongé régulièrement. Donc, de 15 minutes, vous passez à 1 heure et 1 heure et demie. Ruée sur les prises de rendez-vous, augmentation de l'activité dans les centres. Celui-ci, implanté dans une université des Hauts-de-Seine, recevait à peine 200 personnes la semaine dernière. Depuis 2 jours, les injections se font à tour de bras, 3000 pour la seule journée d'hier. On a été chercher 3000 vaccins en plus que ce qui nous était prévu le vendredi. Et j'ai moi-même été en chercher samedi soir, entre la nuit de samedi à dimanche, grâce à la mobilisation de l'hôpital Foch, 5000 vaccins, notamment pour qu'on puisse ouvrir toute la journée complète hier dimanche dans tous les centres. Sinon, on aurait été en rupture samedi soir. Il a fallu également augmenter le nombre de box. 10 ont été rajoutés. Allez-y, je vous laisse rentrer. Cette jeune femme fait partie des chanceux. On s'est tous précipités. Du coup, sur Doctolib, ça a craché un peu. Il y avait une salle d'attente, une liste d'attente. Voilà, donc j'ai attendu à peu près 40 minutes et j'ai réussi à avoir à peu près près de chez moi. La vaccination est assurée par la Croix-Rouge et les pompiers, mais médecins et infirmières vont être rappelés en renfort. Objectif, ouvrir de nouveaux créneaux de rendez-vous dans les jours et les semaines qui viennent.
L'obligation vaccinale pour les soignants, point de départ de la contestation aux Antilles. Depuis, la situation a dégénéré entre violence, barrage. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a finalement atterri en Guadeloupe. Il va rencontrer dans la journée l'intersyndicale Caroline Motte. Descendu de l'avion, Sébastien Lecornu a affiché sa fermeté tout en laissant la porte ouverte au dialogue. La main est tendue, néanmoins ça reste une main de fermeté. Ici c'est la République et donc les lois de la République ont vocation à s'appliquer et une fois de plus, je ne suis pas venu ici pour incarner un État faible, mais aussi évidemment un État qui dialogue. Le ministre des Outre-mer a d'abord échangé longuement avec les forces de l'ordre. Certains ont été visés à balles réelles ces derniers jours. Dans quelques heures, il doit rencontrer une dizaine de personnes de l'intersyndicale. Une intersyndicale remontée contre cette venue express du ministre. Il semble que ce sera une parodie de négociation. Tant que l'obligation vaccinale ne sera pas levée, ces syndicalistes l'affirment, ils resteront mobilisés. Ils veulent que toute l'intersyndicale soit reçue et non seulement une partie. On a un ministre qui arrive pendant 6 heures de temps et qui impose en plus une délégation de 6 personnes. Donc ça veut dire que ce ministre-là, il n'est pas venu pour négocier. La pression de la rue doit être maintenue tant que les négociations ne sont pas terminées. La colère ne faiblit pas en Guadeloupe depuis 2 semaines et les revendications sanitaires ont tourné à la crise sociale. Pourtant, ses habitants veulent rester optimistes. Il faut se mettre à table et trouver une solution à tout ça. Il faut de bonnes négociations et puis discuter intelligemment, à mon avis, pour arriver à s'en sortir. Sébastien Lecornu doit aussi s'entretenir avec des élus locaux et des acteurs économiques. Ce soir, il se rendra en Martinique. Il est enfin arrivé à Gao, au Mali, le convoi français parti il y a 10 jours de Côte d'Ivoire, avant d'être bloqué par la population Burkina Faso, avant d'être pris à partie au Niger. Selon les autorités nigériennes, 2 personnes ont été tuées le week-end dernier, 3 personnes, 17 blessées par des tirs. C'était samedi, on ne connaît pas l'origine des tirs. En tout cas, c'est la première fois que de tels événements interviennent. L'illustration du sentiment anti-français dans la région, alimenté par la Russie notamment. Et puis cette amnistie générale au Tchad, c'est la junte au pouvoir qui vient de l'annoncer. Près de 300 rebelles et opposants sont concernés. Ils avaient été condamnés notamment pour délit d'opinion, terrorisme ou atteinte à l'intégrité de l'État. Cette amnistie était l'une des principales revendications des groupes rebelles pour discuter avec le pouvoir. Et puis c'est reparti pour des semaines, voire des mois de négociations. Le nucléaire iranien revient sur la table des discussions à Vienne. La délégation venue de Téhéran a été fortement étoffée, preuve que les Iraniens sont déterminés à sauver l'accord. Les enjeux de cette première journée avec Bilal Tarabé. Derrière la façade du palais Cobourg de Vienne, le pessimisme. 5 mois après leur dernière rencontre pour relancer l'accord sur le nucléaire, le fossé s'est encore creusé entre les Iraniens et les Occidentaux. Les États-Unis, toujours présents en tant que négociateurs mais indirects, accusent l'Iran de faire traîner les pourparlers pour avancer entre-temps sur son programme nucléaire. Vous savez, l'Iran poursuit toujours ses efforts pour développer son programme nucléaire. Et je pense que sa stratégie est assez claire et malvenue. Le pays cherche à avoir plus de levier dans les négociations et obtenir des concessions qu'il n'avait pas dans l'accord de Vienne. En 2018, Donald Trump retire les États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire et rétablit les sanctions contre l'Iran. Joe Biden, lui, veut réintégrer le pays dans les accords à condition que l'Iran renoue avec ses engagements. Car entre-temps, en réponse au retour des sanctions, l'Iran a enrichi son uranium au-delà des limites imposées par l'accord et l'élection en juin de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi à la tête du pays accentue cette ligne dure. Les exigences de la nouvelle équipe de négociation iranienne sont jugées irréalistes par les diplomates occidentaux. Téhéran réclame la levée globale de toutes les sanctions américaines et européennes imposées à l'Iran depuis 2017, y compris celles qui ne sont pas liées au programme nucléaire, comme son implication dans les conflits régionaux ou son programme balistique, avant d'envisager un quelconque retour aux paramètres de l'accord. En cas d'échec de ces pourparlers, l'hypothèse de la signature d'un accord temporaire est évoquée, c'est-à-dire le gel des activités les plus sensibles de l'Iran contre une levée limitée des sanctions. L'objectif serait de gagner du temps, car Téhéran est aujourd'hui beaucoup plus proche qu'avant de pouvoir fabriquer une bombe nucléaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, on se retrouve dans 20 minutes, à tout à l'heure.